Alors, donc, comme expliqué, aujourd'hui, on va faire un petit tour sur tout ça. Donc déjà, on est sur le Fear and Greed Indicator, donc c'est l'indicateur de sentiment de marché sur les crypto-monnaies. Il y en a aussi un du coup pour les marchés actions. Alors, sur les marchés actions, c'est quand même moins intéressant que sur les marchés des cryptos. Pourquoi? Parce que les marchés les plus à même de bouger avec les sentiments de marché, c'est le marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire que donc la plupart des gens qui tradent avec leurs émotions, ce sont les retail et les nouveaux spéculateurs. Et les retail et les nouveaux spéculateurs sont pour la grande majorité sur le marché des crypto-monnaies et trade les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez toujours la promesse de gains rapides malgré le peu d'expérience. Voilà, j'achète une crypto-monnaie avec une tête de grenouille et je suis millionnaire au bout d'une semaine. Donc c'est bien pour ça que le Fear and Greed Index du marché des cryptos est hyper important à surveiller. Il est hyper important à surveiller dans un deuxième cas, pardon, c'est dans le cas des mouvements plus macro, c'est-à-dire quand on a des gros mouvements de marché sur le marché des crypto-monnaies, c'est dans la globalité des mouvements qui se terminent dans soit l'extrême fear, soit l'extrême greed. Pourquoi? Parce que du coup, on va pousser le mouvement de marché jusqu'à ce qu'il y ait l'euphorie ou la dépression, et c'est là où le mouvement pourra être clôturé, parce que du coup, vous n'aurez pas soit de nouvelles personnes pour acheter plus cher votre token, soit de nouvelles personnes pour vendre moins cher leur token. Donc si vous voulez, c'est un peu de l'épuration, soit des holders, soit des traders. Mais du coup, notre fameux Fear and Green Index, ça va faire bientôt 2 semaines, bientôt 3 semaines, pardon, donc ça fait 2 semaines, bientôt 3 semaines, qu'il ne se passe strictement rien. Donc strictement rien, c'est-à-dire qu'on oscille toujours dans cette zone-là. Donc la zone entre la faible fear et la faible greed. Actuellement, on est à greed à 53%, mais hier, on était donc à 48% ou 50%. Enfin, ça ne bouge pas du tout. Premièrement, parce que nous sommes en saison estivale. Donc saison estivale signifie que vous avez énormément premièrement, d'institutionnels qui ne traitent plus. Quand on voit donc les performances qui ont pu être faites au niveau, par exemple, des indices, donc au niveau du Nasdaq, au niveau du S&P, au niveau de certaines valeurs, ou même au niveau des crypto-monnaies. On peut regarder, le Bitcoin a eu donc un rebond de presque, si je ne dis pas de bêtises, 15 000 points. Donc c'est-à-dire qu'on est passé de 15 000 à 30 000. Alors là, je fais du record et en même temps, j'enregistre le stream, donc je pense que TradingView va avoir du mal à suivre les charts que je vais montrer, mais pas de problème. Ça fait partie des risques du métier. Donc, on a démarré l'année à 16 600 et en avril, on a atteint les 30 730. Donc ça fait déjà 85% de performance sur juste le Bitcoin et plus de du coup 14 000 points si on parle en pips. Et là-dessus, c'est voilà, on ne prend pas le plus bas ici et le plus haut. On a vraiment eu quasiment 3 mois pour rentrer sur ces zones de prix, donc sur les 15 000, 16 000. Et là-dessus, bah écoutez, au niveau des 30 000, on a toujours ce canal haussier où je pense qu'on va probablement y retourner. Donc on a toujours cette possibilité de vendre ces bitcoins qu'on a achetés à 15 000, 16 000 au niveau des 30 000. Donc déjà, les institutionnels ne sont plus présents sur les marchés, ou du moins très peu. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà enregistré de très bonnes performances. En plus de ça, les actifs qui étaient du coup sous sous-évalués dû à la grosse purge qu'on a eue sur les marchés en 2022. On a eu déjà quelques rebonds techniques. Donc ici pour Bitcoin, on est déjà venu chercher la première zone technique. La deuxième du coup se trouve au-dessus du gap entre les 37 000 et les 45 000. Donc là c'est la deuxième zone technique à attendre au niveau de Bitcoin. Et enfin la troisième zone technique serait à ce niveau-là. Donc je vais les mettre ici, je pense en vert. Donc on a ici la troisième zone technique. Ici, la deuxième zone technique, du coup, que j'attends
pour prendre mes profits sur les trades au niveau du Bitcoin. Et ici, donc, on avait la première zone technique que l'on est déjà venu chercher. Et dans laquelle on a assez travaillé. Donc, on a travaillé de mars jusqu'à mai. Donc, ça nous fait à peu près 2 mois de travail dans cette zone de prix. Là-dessus, on est en train de travailler en dessous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir du coup des patterns d'accumulation. Patterns d'accumulation qui sont assez rares au niveau du marché des cryptos. On peut voir que ici, donc, on a eu double pattern de distribution. Et puis ici, une toute petite pattern d'accumulation qui a hop, fait pump les marchés. Donc pour rappel, pattern d'accumulation, pattern de distribution, c'est ce qui permet au prix de faire des gros mouvements. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait des gros mouvements de prix, il faut qu'il y ait beaucoup de liquidité. Et pour qu'il y ait beaucoup de liquidité qui rentre, il faut donc qu'il y ait des gros institutionnels, ou du moins une volonté qui va driver énormément de supply. Et là-dessus, c'est ce qu'on appelle par exemple la smart money ou les baleines ou ce que vous voulez. Et là-dessus, donc, les patterns qui permettent d'accumuler ou de distribuer cette grosse supply pour faire driver les prix, c'est des patterns qu'on appelle accumulation et distribution qui ont été théorisés par Richard J. Wyckoff, qui est un très vieil économiste qui a travaillé avec les plus grands économistes. Donc il a travaillé avec JP Morgan, il a travaillé avec Jesse Livermore et plein d'autres grands noms de cette époque. Donc l'époque, pour rappel, des self-made man. Donc l'époque des premiers milliardaires, l'époque du début de la finance actuelle, du moins du début de la smart money. Vous aviez de la smart money à l'époque, mais c'était pas du tout déjà des acteurs privés. La plupart du temps, c'était des États. Et en plus de ça, ils n'agissaient pas de manière conjointe. Là, par exemple, vous allez avoir plusieurs fonds d'investissement et plusieurs banques qui vont vouloir récupérer du Bitcoin. Là-dessus, pour le récupérer, il faut bien évidemment que des personnes leur vendent ces Bitcoins. Et le mieux, c'est bien sûr qu'elles leur vendent à bas prix. Donc si je peux vous théoriser ça au niveau des charts, ça vous fait que, voilà, donc ici, on comprend l'enjeu spéculatif au niveau des crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum compris. Mais le problème, c'est que le train est parti beaucoup trop vite. Donc le train est parti beaucoup trop vite, donc vous avez énormément d'acteurs qui en voulaient, qui n'ont pas pu en avoir. Là-dessus, c'est assez rare, je vous avoue, que je regarde juste la petite mèche là qui est venue fermer tous les ordres négatifs de cette accumulation. C'est intéressant. Mais du coup, vous avez donc des gros acteurs qui veulent récupérer du Bitcoin, mais pas à son plus haut historique. Donc pour rappel, ici, 20 000 $, c'était le plus haut jamais atteint au niveau du Bitcoin. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah écoutez, ils vont faire dump le marché. Donc ils vont couper les liquidités. Les personnes donc, qui sont rentrées à ce niveau-là, vont prendre leur profit. Ici, vous n'allez avoir plus beaucoup de personnes qui vont vouloir racheter du Bitcoin à ces niveaux de prix. Vous en avez toujours, hein, c'est pour ça qu'on a toujours des doubles tops, pardon. Donc on a eu un aussi ici, et même à l'intérieur de ces propres vagues. Donc vous en avez deux ici et vous en avez deux là. Donc vous avez toujours, après le sommet, une chute du prix, donc une prise de liquidité de toutes les personnes qui ont acheté à ces niveaux de prix. Et du coup, des personnes qui se disent ok, le prix rechute, ça reste quand même intéressant. Donc on passe de 20 000 à 10 000, on a perdu 50%, je veux racheter du Bitcoin. Mais là-dessus, c'est bien évidemment pour les personnes qui n'avaient pas encore pris leur profit. Pourquoi? Parce que la smart money, elle souhaite acheter dans des zones de prix qui ne sont pas loin des plus bas. Enfin, des plus bas en termes de valorisation. Bien évidemment, il faut toujours corréler le prix des actifs avec la masse monétaire en circulation. Donc ici, masse monétaire en circulation, on voit bien que alors hop, nouvelle échelle de prix. Voilà, donc on voit bien que ici vous aviez donc un Bitcoin qui était surévalué, pardon. Ici vous aviez un Bitcoin qui était sous-évalué. La masse monétaire, elle, a fortement pump. Qu'est-ce qu'on a eu juste après? Un Bitcoin qui a fortement pump. Ici, vous avez donc à partir de là la masse monétaire qui a commencé à dump. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu à partir de là donc un Bitcoin qui a commencé à dump. Pourquoi ici? Donc c'était pas forcément dangereux parce qu'on avait toujours cette pattern de
canal haussier. Donc on avait des hauts de plus en plus hauts, pardon, et des bas de plus en plus hauts. Donc là-dessus, ça, on est toujours dans une pattern haussière. Par contre, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez la masse monétaire qui va chuter de 22 000 milliards à 21 500 milliards, avec bien évidemment la Fed qui part en resserrement monétaire, en quantitative tightening. Donc ils retirent leur liquidité du marché, ils augmentent les taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un retrait massif des capitaux sur les marchés que tous les actifs ont subi. Donc c'est pas les cryptos qui ont dump en 2022, c'est tous les marchés qui ont dump en 2022. Le seul, donc si on regarde aussi le S&P, on va voir que lui aussi il a bien souffert. Alors par contre je veux juste en plus. Voilà, donc on voit pareil, S&P lui aussi, il suit le Bitcoin. Pourquoi? Parce que retrait donc des capitaux. Le seul actif qui a performé en 2022 et qui a très bien performé en 2022, c'est le dollar. Pourquoi? Parce que ce M2, ça représente la supply du dollar. Donc s'il y a de moins en moins de dollars, bien évidemment, le dollar vaut de plus en plus cher. Alors qu'il était bien sûr dans du coup cette donc ce niveau de prix qui faisait que baisser par rapport à l'impression monétaire. Donc on voit ici Covid, on a imprimé du coup, on est passé de 15 000 milliards de dollars à 18 000 milliards de dollars, donc 3 000 milliards de dollars qui ont été créés en même pas, donc février, juillet, en même pas 6 mois. Donc vous avez un dollar qui est passé de une, donc c'est le DXY, c'est le dollar face à une panel de devises. Donc l'indice DXY est passé de 100.200 à 89.500. Donc ça fait une perte d'à peu près 20%. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Vous avez une perte d'à peu près 20% sur le dollar, une masse monétaire qui va augmenter d'à peu près 20% en plus, à peu près, donc de 15 000 à 18 000, ça vous fait à peu près 20%. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc les actifs les actifs inversement corrélés au dollar qui performent, mais bien sûr resserrement monétaire, de moins en moins de dollars, donc le dollar qui pump et les actifs inversement corrélés au dollar qui dump. Mais du coup, quelles sont les choses à retenir sur les mouvements de prix qu'on a eu? C'est que tout ça, ce sont des catalyseurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, on a eu d'autres catalyseurs qui ont fait que voilà, le Bitcoin a dump, a rejoint la courbe de la masse monétaire et est passé en dessous. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une pattern d'accumulation. Voilà, donc ici, vous avez une pattern d'accumulation. C'est exactement ce qu'on a eu à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, on a une pattern d'accumulation où exactement au niveau de prix dans lequel le Bitcoin a commencé à être coté sur les exchanges, donc Binance, etc. Il y en avait déjà avant, hein. Vous aviez Kraken, vous aviez Coinbase, mais bon, on va se baser sur les métriques de Binance. Donc on a un prix qui revient sur des niveaux de prix assez intéressants, donc les plus bas historiques sur certains exchanges. Là-dessus, accumulation de la smart money. Donc voilà, ici vous avez toutes les personnes qui vont vendre leur Bitcoin de plus en plus cher, de moins en moins cher, pardon, et vous avez la smart money qui va acheter tous les Bitcoins qu'il lui faut, et ici qui va accumuler donc les prix. Pourquoi? Pour créer une accumulation qui va faire que donc ici, hop, je vois une résistance, je vais acheter les Bitcoins et mettre mon stop loss à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai le STB qui vient prendre la liquidité, donc qui se trouve sous ce support. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous achetez le marché en produit futur, en CFD, pour sortir du marché, il faut que vous vendiez votre position. Or, si vous achetez du Bitcoin en CFD, vendre votre position signifie vendre du Bitcoin. Donc voilà, j'ai mon stop loss ici, hop, j'ai une mèche qui vient prendre donc ma liquidité, donc qui vient me racheter le Bitcoin que je voulais moi-même acheter. Donc du coup, ici, prise de liquidité haussière par la smart money. Ensuite, donc nouveau paradigme, voilà, hop, le Bitcoin qui repart, j'étais pas dans le train, frustration, encore on revient sur le Fear and Greed Index, donc le sentiment de frustration, qui est vraiment ce qui guide les marchés, hein. Ce qui guide la réaccumulation et la distribution de Wyckoff, c'est vraiment le fait de, voilà, je ne suis pas dans le train alors que j'étais dans le bon biais, je vais attendre qu'on revienne
sur la zone que j'attends. Pourquoi? Pour cette fois racheter encore une fois le marché, mais au lieu de mettre mon stop loss au niveau du dernier support, je vais le mettre en dessous. Donc là où j'ai eu la prise de liquidité. Et là-dessus, on a le fameux spring, donc la dernière phase de prise de liquidité. Pour du coup, toutes les personnes qui voulaient acheter à ce niveau-là se sont fait sortir ici. Toutes les personnes qui voulaient acheter à ce niveau-là se sont fait sortir là. Et en plus de ça, ici, vous avez toutes les personnes qui étaient ici, qui ont été frustrées de voir le mouvement partir, qui ont attendu un repli, qui ont racheté et hop, qui se sont fait prendre leur liquidité. Donc après, vous pouvez en avoir plusieurs, donc ce qu'on appelle des réaccumulations sur des plus grosses time frames. Mais typiquement, voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc ici, on a la première accumulation. Hop, redistribution ici, juste pour revenir dans ces zones de prix. Je vais revenir après sur le... ou peut-être une prochaine fois, parce que ça va être assez long d'expliquer la fameuse contrepartie. Donc le fait que le prix, comme avec cette mèche, doit revenir sur les zones d'accumulation et de distribution. Pourquoi? Parce que ici, en fait, ce qui a créé là la résistance, ou ce qui a créé ici la résistance, ce sont du coup actuellement les algorithmes. À l'époque, c'était des personnes humaines, mais du coup, ce qui crée en fait les résistances, ce sont les institutionnels qui souhaitent acheter le marché. Et ici, pour créer des résistances, elle doit vendre le marché. Donc ici, vous vendez le marché, mais pour au final vouloir le racheter. Quand vous avez la liquidité que vous souhaitez, vous, du coup, le prix peut partir, mais en fait, le prix devra revenir sur cette grosse accumulation. Pourquoi? Pour ce qu'on appelle fermer les zones de prix où elle a manipulé. Donc, si bien évidemment, si le Composite Man souhaitait acheter le marché et a récupéré de la liquidité haussière, pour le faire, il a dû placer quelques positions de vente. Donc, quand le prix part, il a des positions en négatif. C'est pour ça qu'il faut que le prix revienne. Donc, mais même une toute petite mèche, comme on peut voir ici. Donc, vous avez une mèche de une journée, hop, qui va revenir sur cette grosse accumulation qui a duré donc presque un an. Le prix revient, toutes les ordres en négatif sont fermés et hop, le prix peut repartir. Donc, ce qu'on appelle une mitigation. Mais du coup, donc on l'a déjà vu une fois, ici, hop, on vient racheter le prix ici. Là, le prix repart, donc vous avez déjà une prise de profit pour les personnes qui ont acheté à ce niveau-là. Mais vous avez les institutionnels qui, eux, souhaitent acheter donc, le marché à long terme, donc hold, comme on dit le Bitcoin. Donc à partir de là, ils savent que toutes les positions qu'ils ont en négatif ici, il faut revenir sur cette zone. Donc là-dessus, hop, redistribution, distribution, distribution, accumulation, distribution, hop, on fait un crack flash, on ferme les ordres en négatif et ça y est, le prix peut enfin partir. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ici, le paradigme qui a permis donc de faire chuter le prix à ce niveau-là, c'est le Bitcoin, c'est le Covid, mais les institutionnels qui pour beaucoup donc ont on va dire des insiders, des contacts dans le gouvernement, savaient très bien qu'on allait avoir une impression de masse monétaire énorme face au Covid. Et en plus de ça, elle avait déjà bien commencé avant que le prix ne craque. On peut le voir aussi avec le S&P. Donc, pour rappel, quand tout le monde a vendu, donc pour le S&P, ça a vraiment été bien plus important. Mais quand tout le monde a vendu ici, donc vous voyez que pour le S&P, c'était bien avant l'impression monétaire. Alors que pour le Bitcoin, c'était quand même un petit peu après. C'est pour ça peut-être que le S&P a plongé bien plus bas, parce qu'il a commencé à plonger avant que du coup on ait l'information de impression monétaire massive. Donc, on a eu une première accumulation des institutionnels ici, hop, fermeture des liquidités, on continue l'accumulation et ça y est, le prix part. Donc là-dessus, tout le monde veut du Bitcoin, en plus tout le monde est enfermé chez lui, donc les gens peuvent un peu comprendre qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, à quoi ça sert, si jamais le système monétaire tombe en ruine, il ne restera que le Bitcoin, etc. Donc là-dessus, énormément de personnes en veulent, d'accord, mais encore une fois, on a des institutionnels qui voient ici ce que c'est, qui comprennent donc avec toute cette euphorie qu'est-ce que c'est, et qui veulent s'y exposer. En plus de ça, vous avez des nouveaux paradigmes, etc. Mais ce n'est pas possible pour eux de s'exposer à ces prix-là. Donc qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre des liquidations
pour venir racheter le Bitcoin à des prix plus intéressants. Et alors, ça, j'avais vu ça avec un ami donc c'était à la Blockchain Paris. Il y avait eu une soirée à un moment organisée par OneInch. J'avais rencontré un quant qui travaillait dans je ne sais quel fonds et on avait discuté de ça. Il m'avait dit regarde, Bitcoin sur M2. Alors en fait, quand le Bitcoin a chuté sur M2, il est. Alors, attendez, j'ai pas eu le bon. BTC, ok, on est bon. Sur M2. Non. Alors, BTC WM2S. MS. Pourquoi il me met 1000 ans Qu'est-ce qu'il me fait là encore? Voilà, Bitcoin sur M2. Alors, des fois, ça c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que pourquoi je ne peux pas avoir le Bitcoin, donc BTC USD sur US Money. Supply. Bien sûr, je vais m'amuser à chercher les states. Des fois, TradingView, c'est... Ah, mais non, c'est bon. Ça avait déjà marché ici. Ah non, c'est le Bitcoin. Bon, Bitcoin sur WN2NS. Oui. Allez, maintenant, s'il te plaît, donne-le-moi. Et non, il veut pas me donner. Bon, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pas le droit de voir le Bitcoin divisé par la masse monétaire. Ça aurait été intéressant parce que du coup, j'avais vu que... Ah, je vais peut-être faire quelque chose. Hop. Non, ça marche pas. Bon, bah écoutez, vous le ferez chez vous si jamais vous réussirez. Normalement, je mets BTC divisé par M2 et j'ai tout de suite, j'ai pas là 1000 ans spread, je sais pas ce que c'est oh, c'est chiant. Bon, bref. En tout cas, donc le Bitcoin divisé par la masse monétaire, le bottom s'est fait exactement ici, donc au plus haut de 2019. Donc encore une fois, on revient sur cette histoire de une mèche qui revient sur les zones de manipulation. Mais bref, bon bah j'ai essayé de le montrer, je peux pas, c'est pas grave. Donc du coup, ici vous avez une grosse accumulation, donc nouvelle accumulation, avec pareil, toujours cette pattern de wake-off qui peut vraiment expliquer énormément de mouvements de marché. Hein. Les marchés se drive en fait d'accumulation d'accumulation à distribution. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les gros acteurs peuvent rentrer, parce que sinon, s'ils voudraient par exemple acheter 1000 bitcoins, enfin 1000 bitcoins c'est petit, mais 1 million de bitcoins tout de suite, bah, vous doutez bien que le prix ferait un bond directement et ça créerait un gap comme on a à ce niveau-là. Mais du coup voilà, donc ici on a donc les plusieurs phases de l'accumulation et on peut les voir ici. Donc ici on a le SC, là on a le STB à ce niveau-là. Ici on a le Spring, donc on vient prendre hop la liquidité. Mais encore une fois, cette grosse accumulation est donc remplie de petites accumulations. Donc ici aussi on a le SC, à ce niveau-là on a le ST, à ce niveau-là on a le Spring et hop le mouvement est parti. Mais pour faire quoi au final? Pour faire une redistribution. Donc c'est quand on réaccumule
pour redistribuer le prix. Et ici, pareil, encore une fois, on a une nouvelle accumulation. Donc, toute cette grosse accumulation qui a duré toute l'année 2022, c'était pourquoi? C'était pour du coup les institutionnels qui souhaitent rentrer dans le marché, mais pas du tout au prix des retail. C'est-à-dire que les retail, ils achètent au plus haut, les institutionnels, ils rachètent les ventes des retail à perte. Et du coup, qu'est-ce qu'on a donc? On a une grosse réaccumulation, comme on a eu à ce niveau-là, comme on a eu à ce niveau-là. Et qu'est-ce que ça nous permet de nous dire? C'est que à chaque fois qu'on a eu une accumulation, on a eu les derniers tops qui ont été break. Donc ici, ça a été le cas. Ici, ça a été le cas. Et bien sûr, ici, donc, ce qu'on attend, c'est un nouveau break des plus hauts, des derniers plus hauts du Bitcoin. Mais ça n'arrivera peut-être pas tout de suite. Pourquoi? Parce que du coup, il faut attendre une réallocation des capitaux dans ces marchés à risque, ce qui a commencé, mais pour l'instant, qui est en cours. Et surtout, encore une fois, on rappelle, donc on est en été, très peu d'acteurs sur les marchés, donc très peu de liquidités, donc très peu de raisons aussi de faire pump le prix. Pourquoi? Parce que vous avez peu de positions à liquider. Parce qu'encore une fois, qui est du coup la smart money des marchés, donc des crypto-monnaies, qui sont les baleines des marchés, hormis les grosses institutions, donc les grosses banques ou les États qui veulent s'exposer au Bitcoin, et bah pour le coup, c'est les exchanges. Donc les exchanges, eux, ils veulent aussi récupérer de la supply du Bitcoin et de l'Ethereum pour pouvoir continuer à manipuler les prix, à vendre à outrance pour liquider les positions ou à acheter à outrance pour pouvoir se recharger dans leur supply. Mais tout ça sans faire des gros mouvements de prix. Pourquoi? Parce que ce type de mouvement, bah, c'est de la rémunération en moins pour les brokers. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un carnet d'ordre qui est complètement vide. Qui dit carnet d'ordre complètement vide, donc pas beaucoup de transactions à aller chercher. Qui dit pas beaucoup de transactions à aller chercher, dit peu de rémunération pour un broker, pour un exchange. Pourquoi? Parce que lui se rémunère via du coup les transactions qui sont faites sur sa plateforme. Pardon, je buvais de l'eau. Donc, plus il y a de transactions, comme par exemple dans ces zones de prix, plus le broker se rémunère. Moins il y en a, comme dans ces zones de prix, moins il se rémunère. En plus de ça, beaucoup d'exchanges payent ce qu'on appelle des AMM. Donc les AMM, ce sont des sociétés qui ont pour but d'ajouter de la liquidité dans les marchés, donc de faire en sorte que il y ait des contreparties pour pas tous, mais pour énormément de transactions, pour que les actifs soient liquides. Donc il n'y ait pas des gros sauts de prix comme c'est le cas par exemple ici. Donc, ce qu'on attend après cette grosse accumulation du Bitcoin, on est revenu dans ces zones de prix. Donc ici, on a le prix qui chute un petit peu, c'est normal. On a toujours donc cette contrepartie en achat qui se trouvait là. Donc vous aviez des ordres d'achat qui dataient de 1 an qui n'ont pas été fermés. Donc on vient ici, hop, on les mitigue. Donc on fait une mitigation de ces ordres-là, ce qui fait un petit peu baisser le prix. Pourquoi? Parce que du coup, on vend des bitcoins aux personnes qui voulaient acheter à ce niveau-là. Mais voilà, on vend pas à 100%, enfin pas au prix que les personnes voulaient. On vend tout en prenant des bénéfices. Donc ici, vous avez premièrement les ordres d'achat qui étaient en attente, mais en plus de ça, vous avez les personnes qui ont vécu toute cette hausse qui souhaitent prendre des profits, donc ça fait double force vendeuse. Donc double force vendeuse dit hop, on va récupérer, enfin on va faire baisser un petit peu les prix. Et ce qui, en plus de ça, permet quoi? Permet de liquider toutes les personnes qui, encore une fois, si on revient sur les fameuses patterns de Wyckoff, donc je l'ai plus, moi c'est pas grave. Toutes les personnes qui avaient mis leur stop loss à ce niveau-là, hop, on vient prendre leur liquidité. Donc premièrement, on vient clôturer leur position, donc nouvelle rémunération pour les brokers. Et en plus de ça, on vient prendre leur liquidité haussière. Soit si les brokers voulaient du coup recharger leur supply, ils rachètent leur Bitcoin. Soit si c'était des institutionnels ou de la smart money, ils peuvent du coup s'exposer au Bitcoin avec des gros montants sans faire pump le prix. Donc pour ça, vous avez des outils pour voir les ordres qui sont en attente et donc la possibilité que le prix revienne dessus. Donc on a par exemple MobChart qui est un très bon outil
qui vous permet d'avoir du coup les ordres en attente. Donc on voit ici que voilà, on a pas mal d'ordres en attente jusqu'aux 25 000 $. Donc 2280 Bitcoin, 971 Bitcoin, 569 Bitcoin, 1056 Bitcoin. Donc vous avez voilà à peu près 10 000 bitcoins à aller chercher en futur ici. Donc futur qui est les positions préférées des exchanges. Pourquoi? Parce que spot c'est j'achète, je prends directement des profits, donc des frais sur la transaction. Mais premièrement, je n'ai aucune certitude que la personne vende sur mon exchange. Et en plus de ça, je n'ai même pas la certitude que la personne vende tout court. Donc en spot, je n'ai qu'une seule rémunération assurée. Alors qu'en produit futur, voilà pourquoi quand je suis sur MobChart, je regarde le futur. En futur, l'exchange ouvre la position de la personne qui veut ouvrir, donc des frais d'ouverture de position, des frais de tenue de position. Tant que la position est ouverte, l'exchange paye, la personne qui a pris la position paye des frais à l'exchange, donc ce qu'on appelle frais de tenue de position. Et ensuite, vous avez des marges de liquidation. Donc, ce qui vous fait que, quoi qu'il arrive, la position devra être fermée à un moment. Donc, ce qui vous assure, et en plus de ça, la position sera fermée sur l'exchange qui l'a ouverte. Donc, les produits, les expositions futures au Bitcoin assurent 3 revenus aux exchanges. Et pour rappel, les exchanges sont ceux qui ont le plus de supply, donc ceux qui peuvent se permettre de manipuler les prix pour soit aller chercher les ordres en attente, donc aller chercher ces 10 000 bitcoins pour s'assurer des revenus, soit pour aller du coup liquider les personnes, donc les personnes qui ont acheté à ce niveau-là, qui ont mis leur stop loss à ce niveau-là, hop, on va les liquider pour se recharger en supply, sachant que la supply actuelle du Bitcoin et d'Ethereum sur les exchanges est la plus basse depuis 2015. Donc ça vous explique pourquoi il y a quelques jours j'avais fait du coup, je crois que c'était à ce niveau-là de prix, j'avais fait un petit tour sur MobChart. J'avais vu qu'on avait pas mal d'ordres à aller chercher dans cette zone. Vous voyez, c'est tous les ordres en jaune ici. Donc j'avais la possibilité de me dire que voilà, si on arrive dans cette zone, on pourra peut-être plonger dans ce carré, peut-être même jusqu'à aller break, donc cette fameuse trade line qui encore une fois a les stop loss de toutes les personnes qui se sont exposées en longue ici et ici. Mais voilà, donc on est arrivé hop ici, on a du coup fil les ordres qui se trouvaient là, donc les ordres en jaune. Donc vous aviez ici 2660 bitcoins et 2380 bitcoins. À peu près 9000 bitcoins qui ont été pris en futur juste à ce niveau-là. Donc hop, le prix a directement rebondi, ce qui est normal. Mais moi personnellement, comme expliqué sur ma chaîne personnelle et sur les briefs que je fais, pour m'exposer en futur sur le Bitcoin, j'attends de revenir sur cette fameuse supply, donc cet order block qu'on attend, où vous avez toujours les ordres en négatif de ceux qui ont manipulé les prix pour le pousser à la hausse. Donc, et encore c'est possible qu'on n'y aille pas parce que ici vous avez la bougie rouge qui est ici, c'est peut-être juste la mitigation de cette zone d'order block ici. Donc, je sais pas, c'est possible qu'on y aille, peut-être pas, mais en tout cas si on y va, ce serait une très bonne zone d'entrée pour moi en futur. Donc voilà pourquoi j'attends cette zone de prix là. Maintenant, si je vois que on vient liquider cette trade line et qu'on se rapproche du FOMC et qu'en liquidant cette trade line, on ne vient pas toucher cet order block mais qu'on s'y approche, j'aurai aucun problème à rentrer en longue. Mais pour moi quand même, en attendant le FOMC, il faudrait revenir sur ces zones de prix, aller chercher du coup tous ces ordres en futur. Au moins jusqu'au 25 750. Donc voilà, 25 750. Donc ici, en bas du cube, du bloc d'ordre en attente, je pourrais m'exposer en futur au Bitcoin, mais toujours avec une gestion du risque qui fera que je ne pourrais pas mettre tous les capitaux que j'ai envie d'investir dessus. Pour vraiment mettre 100% de la position, j'attendrai un retour sur l'order block juste là. Qui pourrait pareil donc être un très bonne zone d'entrée, mais comme celle-ci. Le problème c'est que si je rentre dans cet order block, je ne pourrais pas mettre mon stop loss à ce niveau là parce que du coup il y aura toujours le risque de me faire liquider avant le FOMC pour du coup démarrer le mouvement haussier. Donc pour moi la meilleure zone
où je vois un stop loss qui me paraît correct et une zone d'entrée où on devrait y revenir avant de partir, avant de faire décoller le prix, ce serait cet order block. Donc c'est pour moi la zone où on pourrait aller, où ce serait intéressant de s'exposer sur cet asset. En parlant du FOMC, donc le Fed Watch Tool, qu'est-ce que c'est Fed Watch Tool? C'est les institutionnels qui sont interrogés pour savoir s'ils pensent que oui ou non la Fed va augmenter les taux. Donc on voit que 75% price que non. Donc on peut s'attendre, et puis même en général, je vois pas pourquoi la Fed augmenterait les taux. On a eu les stats du chômage qui sont voilà, ni bonnes ni mauvaises, donc il n'y a pas... Il n'y a pas nécessité de continuer d'augmenter les taux, en tout cas pour le chômage. L'inflation, elle, continue à être au ras des pâquerettes, donc à 2,80. Maintenant, ça, c'est l'inflation réelle. Donc, quelle est l'inflation reportée par le gouvernement? Je pense qu'elle sera aux environs de 3, ou peut-être 3,50. Mais quoi qu'il arrive, ça reste extrêmement bas par rapport au plus haut de 12 qu'on a eu cette année. Donc, pas de raison de s'exposer à un arbitrage sur oui, on va peut-être augmenter les taux. Et là-dessus, on peut le voir aussi au niveau des liquidités de l'Overnight Reverse Repo. Overnight Reverse Repo, qu'est-ce que c'est? C'est des liquidités des fonds d'investissement qui doivent s'investir sur les marchés, mais qui ne le font pas pour l'instant parce qu'ils ne voient pas de bonnes opportunités actuellement. Et surtout parce qu'il y a toujours l'incertitude de monter ou non des taux. Donc là-dessus, c'est les plus hauts ever qui se trouvent dessus. C'est-à-dire on est monté jusqu'à 2553 milliards. Donc 2553 milliards, pour rappel, c'est le double de toute la capitalisation boursière du marché crypto qui se trouve dans les comptes de la Fed. Pourquoi il se trouve dans les comptes de la Fed? Parce que si on aurait une nouvelle montée de taux, les obligations d'État US se prendraient encore un coup, les actions se prendraient encore un coup, le dollar, lui, surperformerait encore une fois. Donc c'est mieux de garder cet argent-là, donc ces capitaux-là, en dollars, dans le compte de la Fed, là où on est sûr qu'il n'y aura pas de faillite. Pardon. Du coup, on les laisse là-dessus, ça rapporte pas énormément, mais ça permet de s'assurer qu'on garde du coup ces capitaux disponibles quand il y aura un bon moment pour investir sur certains actifs. Mais ne vous inquiétez pas, ces capitaux doivent s'investir sur les marchés parce qu'ils n'ont comme raison d'être uniquement d'être investis sur les capitaux, sur les marchés, pardon. Pourquoi? Parce que vous ne confiez pas votre argent à un fonds d'investissement si il vous dit que ça ne sert à rien d'investir. Dans ce cas-là, pourquoi vous lui confiez votre argent et surtout pourquoi vous lui payez une prime pour ça. Donc on a vu que voilà, on a cassé les derniers plus bas, chose qui n'était pas arrivée depuis avril 2023. Ce qu'on attend de casser maintenant, c'est le niveau des 2042 milliards, ce qui pourrait annoncer que voilà, on a vraiment un retour de ces capitaux-là sur les marchés, ce qui pourrait vraiment faire pump les marchés. Vous doutez bien, avec 2142 milliards, ce qui reste du coup le double de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Maintenant, il ne faut pas croire que tous ces capitaux-là iront sur les cryptos. Bien évidemment, vous allez avoir qu'une fraction de ces capitaux-là qui vont aller sur les cryptos, mais les autres capitaux qui iront sur les actions vont faire du coup pump le marché action, ce qui va rassurer les autres investisseurs à investir dans des actifs plus à risque pour surperformer la performance des actions, donc investir sur les cryptos. C'est pour ça que dans tous les cas, ça ferait pump le marché crypto normalement, si on n'a pas de soucis. Donc voilà, on attend le FOMC le 14 juin pour avoir un retour de ces capitaux-là. On le voit déjà au niveau du dollar. Le dollar qui a bien faibli depuis octobre 2022, qui a commencé à amorcer un espèce de range. Mais bon, on est toujours sur des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Ici, on a fait un support. Donc énormément de liquidités haussières juste en dessous. Possible qu'on vienne la rechercher pour hop, venir refermer les ordres négatifs qu'on aura fait juste ici et retourner au sud. Ce gros rebond, le paradigme de ce gros rebond, ça a été le plafond de la dette, si oui ou non on allait l'augmenter. Donc c'était un narratif, voilà, c'est passager, mais ça a quand même fait un petit rebond sur le dollar. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que les marchés ne peuvent pas seulement chuter. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les personnes qui se trouvent ici, qui ont du coup pris leur profit à ce niveau-là. Hop, prise de profit, donc
ils rachètent leur position vendeuse, ce qui fait du coup des ordres acheteurs, hop, ce qui fait monter le prix. Maintenant, on repart sur un paradigme baissier, mais encore une fois, on doit retourner sur cette distribution pour mettre les ordres en négatif et continuer la chute du prix. Aussi, vous avez du coup les obligations d'État US à 10 ans qui ont performé. Pourquoi? Parce que si du coup on n'a pas d'augmentation de taux, on peut s'attendre au fait que les obligations d'État US commencent à baisser, comme elles l'ont déjà fait depuis... Allez, TradingView. Je vais en profiter pour boire de l'eau. Donc voilà, on voit que les obligations d'État US n'ont fait que chuter depuis octobre 2022. Donc depuis quand? Depuis le bottom du dollar. C'est là où il faut comprendre qu'en fait le marché Forex, les devises sont toujours corrélées aux obligations d'État à 10 ans de l'État du coup qui possède la monnaie. Pourquoi? Parce que qui souhaitent avoir énormément de ces capitaux-là, ce ne sont pas les consommateurs, ce ne sont pas les entreprises, ce sont bien évidemment les épargnes des autres économies qui veulent s'investir sur la dette obligataire US et pour ça il leur faut du dollar. Donc pour acheter de la dette obligataire US, enfin des obligations d'État US, il leur faut du dollar. Donc quand il y a une forte demande sur les OAT américaines, il y a bien évidemment une forte demande sur le dollar. Et j'ai un TradingView qui ne veut plus marcher, c'est super. Est-ce qu'il va marcher? Ouais, trop bien. Allez, hop, hop, voilà. Donc on peut voir à long terme que on a toujours cette corrélation entre le prix du dollar, bon hormis ici, ça n'a pas trop été le cas. À ce niveau-là, on a eu une corrélation inverse. Il y a dû avoir un paradigme, je vous avoue que 2018, c'était quoi? 2018, c'était Trump. Donc, oui, bah, dans tous les cas, ça suit généralement. Des fois, vous avez une corrélation inverse. C'est assez passager. Vraiment le long terme, on peut se mettre par exemple en mensuel. On voit que voilà, quand vous avez des gros mouvements haussiers sur les obligations d'État, on a toujours le dollar qui va suivre. Pareil pour les mouvements baissiers. Donc, si je reporte ça actuellement, hop, donc ici on a un petit spread entre les deux, mais je pense que dans tous les cas, c'est les obligations d'État qui sont surévaluées, donc je pense qu'elles rejoindront probablement le dollar très bientôt, une fois qu'on aura enfin cette fin d'augmentation de taux. Pourquoi? Parce que les taux longs, généralement, servent à pricer l'inflation sur le long terme. Or, l'inflation à 2,83, elle va sortir certainement reportée par le gouvernement US à 3,50. Donc, 3,50 sur des obligations long terme, pardon, c'est ce qui vous price l'inflation. Sauf que si les taux arrêtent de monter, là, on aura peut-être donc des taux de base qui seront à 5,25 et là, ça va faire que le fait qu'il n'y ait plus d'augmentation de taux, ça fait que le spread entre les taux longs et les taux courts va soit rester le même, soit se réduire. Et là-dessus, on peut s'attendre du coup à une réduction des taux courts, donc à une réduction du coup des taux longs en priçant le fait que la Fed commencera à baisser les taux. Mais bon, il faut comprendre que tous les marchés pricent 6 mois à l'avance les actifs qu'elle valorise. Donc, une demande assez faible sur le dollar, une demande assez linéaire sur les obligations d'État. Je pense que c'est les obligations d'État qui vont chuter, pas énormément, enfin le rendement qui va chuter, pas énormément, ce sera juste histoire de revenir au niveau des 3. Mais encore une fois, je peux me tromper, hein. Pour l'instant, moi, c'est ce que je price.
Alors du coup, donc on a eu un dollar qui hop a eu un rebond et là le rebond semble s'être arrêté, semble se calmer. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on a une pattern en daily de distribution. Donc encore une fois, on voit que tant qu'on n'avait pas ces patterns, on n'avait pas hop de chute du dollar. Ici, on a eu hop une hausse. Là, on a une pattern d'accumulation. On voit bien les bougies ici qui prennent les liquidités et hop, on repart à la hausse. Et ici, enfin, bougie de redistribution, de distribution avec le BC, AR, UT, hop, l'UTAD qui vient prendre la liquidité baissière de l'UT et on repart à la baisse. Donc ici, on a du coup toujours ce gros range. Je pense qu'on va réintégrer ce plus petit range pour enfin break celui-là par le bas avec le retour déjà des capitaux de la Fed sur les marchés. Alors, la Fed, donc ça c'est le chômage, donc voilà le chômage, enfin ça c'est les demandes pour aller au chômage, donc on est toujours entre les 250 000 et les 190 000, là-dessus pas beaucoup d'évolution. On commence à ranger pardon, au niveau des 250 et des 225, ce qui peut être intéressant si jamais on venait casser ça par le bas. Mais bon, les liquidités de la Fed qui sont voilà, juste ici, et bien évidemment, TradingView ne suit pas. Alors, hop. Ah, FMOS, sacrée chute. Donc voilà, ici on a les liquidités de la Fed. Donc liquidité de la Fed qui au plus haut était à 7000 milliards investis sur les marchés. Donc là-dessus pareil, hein, ça suit la masse monétaire. Pourquoi? Parce que ils ont augmenté la masse monétaire, pas parce que c'est des vilains pas beaux qui veulent que tout le monde soit pauvre et que seul soit riche, comme on peut entendre sur certains médias, mais bien évidemment pardon, parce qu'il fallait stimuler l'économie. Donc vous voyez ici, hop, petit resserrement au niveau des liquidités de la Fed investies sur les marchés. Hop, on a le Covid, qu'est-ce qu'on fait? On remet de l'allocation des capitaux de la Fed sur les marchés, en plus bien évidemment de l'impression monétaire pour ne pas qu'il y ait de la déflation. Et là-dessus, on a une baisse de la masse monétaire et un retrait des capitaux de la Fed. Maintenant, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que retour des capitaux de la Fed sur les marchés. Voilà, on a enfin arrêté ce paradigme de canal baissier. On a fait donc des bas de plus en plus bas, des bas de plus en plus hauts, pardon, et des hauts de plus en plus hauts. Donc ce qui est très intéressant. Maintenant, on a ici donc une espèce de pattern de compression qui traduit du coup l'incertitude sur les prochains mois de la Fed au niveau de, voilà, il faut faire attention. On va réinvestir de la liquidité sur les marchés, mais en faisant attention à ne pas faire repartir l'inflation. Pourquoi on va réinvestir de la liquidité sur les marchés? Tout simplement parce que ce qui est plus grave qu'une inflation dans une économie extrêmement endettée, c'est bien évidemment une déflation. Pourquoi? Parce que inflation, donc vous payez votre dette beaucoup moins cher que la précédente. Donc quand vous rachetez votre dette, donc quand vous faites quand vous relez votre dette, c'est-à-dire que vous la remboursez mais vous la reprenez directement après, ça vous coûte moins cher. Pourquoi? Parce que c'est la même somme mais avec moins de pouvoir, plus de pouvoir d'achat pardon, vu qu'il y a eu de l'inflation. Alors que déflation veut dire que votre dette vous coûte de plus en plus cher malgré que ce soit le même montant. Donc c'est pour ça que l'inflation sera toujours préférable à une déflation dans une économie endettée comme les USA le sont. Donc voilà, on peut s'attendre à une continuation baissière au niveau du dollar. Pourquoi? Parce que on a certainement la masse monétaire qui va repartir à la hausse. On a aussi la Fed qui commence à réallouer des capitaux et on a surtout peut-être la fin de 2 ans de hausse de taux. Et en plus de ça, on a toujours les capitaux, donc des institutionnels qui sont bloqués à la Fed, qui devraient revenir sur nos amis les cryptos. Donc au niveau du Bitcoin, on a vu déjà les zones qui étaient intéressantes d'attendre pour repartir à la hausse. Maintenant, bon, c'est possible qu'on vienne juste liquider cette trendline pour hop repartir à la hausse et venir attaquer le gap. Ou peut-être qu'on continuera à ranger pendant tout l'été et en attendant la rentrée, on viendra attaquer ce fameux gap. Mais bien évidemment, attention aux grosses liquidations de toutes ces positions
pour certainement venir aussi au niveau de cet order block que j'attends bien évidemment. Au niveau des métriques de Bitcoin, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà on a le nouveau range des wallets Bitcoin actifs qui est à 800 000 maintenant. Donc le range précédent, on était sur 600 000, donc ce qui est quand même intéressant. Là, on est revenu au niveau de 800 000 et on reste au niveau des 800 000. Donc ce qui montre que ce n'est pas du tout passager. Au niveau des transactions par jour, on a eu des pics dernièrement, mais on peut voir que voilà, la médiane est au niveau de 500 000 si on se stabilise dans cette zone, alors qu'autrefois c'était plus au niveau de 280 000, 300 000, enfin entre 200 et 300 000. Donc là-dessus aussi, ça nous fait que plus de demandes au niveau du Bitcoin. Donc, bien évidemment, le prix devrait suivre avec la supply qu'il possède qui est assez limitée. Au niveau de l'altcoin season, alors l'altcoin season, ça y est, on a un retour des capitaux. On peut le voir là, c'est assez rapide, sachant qu'on était resté depuis quasiment un mois au niveau des 4. On avait tenté 2 rebonds et hop, ça y est, on a des capitaux qui se réinvestissent au niveau des altcoins, ce qui est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que du coup, l'économie des crypto-monnaies, les révolutions technologiques, la mass adoption se fait via pas les altcoins qui sont des shitcoins, mais via les Ethereum et les alt layer 1. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus qu'on a des smart contracts qui sont réellement utilisés, autres que juste utilisés pour on va dire des envies passagères comme les memecoins ou les choses comme ça, ou les ordinals qu'on a sur Bitcoin. Donc, les révolutions technologiques, la mass adoption se trouve sur les altcoins, mais principalement sur Ethereum et les bons alt layer 1 comme le Cosmos Hub, comme Polkadot, comme Avax, ou Solana, ou Polygon, ou les layer 2. Donc c'est bien que les capitaux retombent dessus, ça remontre que voilà, ils souhaitent réinvestir dans des projets qui n'ont pas encore montré toute leur capacité, ou dans des projets qui ne sont même pas encore sortis, ce qui est très intéressant. Et on peut le voir aussi au niveau de Ethereum Bitcoin. Donc Ethereum Bitcoin, on était passé donc sous le niveau des 50% depuis avril 2023. Dès qu'on avait cassé cette résistance, ce support, pardon, on avait fait donc pareil, pattern de compression. On avait commencé à casser hier donc cette trendline haussière, mais on voit que voilà, on a directement réintégré et on est repassé donc de 45 à quasiment 46, ce qui est très intéressant pour le futur. Donc ce qui montre bien que les capitaux commencent à se réinvestir plus sur Ethereum que sur Bitcoin. Ce qui est normal, hein, parce que du coup, les gens qui priceaient donc des faillites bancaires en cascade, etc., s'étaient exposés sur Bitcoin. Maintenant que ce paradigme commence à être calme, donc le paradigme de faillite bancaire, etc., commence à ne plus être d'actualité, surtout si on arrêterait d'augmenter les taux. Là-dessus, donc, vous avez des nouveaux capitaux qui vont s'investir sur Ethereum, mais vous avez aussi les capitaux qui voulaient se hedger par rapport à la faillite bancaire, qui vont sortir de Bitcoin pour aller sur Ethereum. Et au niveau de Ethereum, justement, de la chart, écoutez, déjà, on est bien plus résilient que Bitcoin. On peut le voir juste ici, donc ce qui vraiment continue le paradigme de voilà, les capitaux commencent à quitter Bitcoin pour se réfugier sur Ethereum. Enfin, les capitaux réfugiés sur Bitcoin commencent à s'exposer vers Ethereum. C'est mieux dit comme ça, parce que du coup, Ethereum, c'est plus de l'exposition par rapport à de l'innovation, plus que pour se hedger d'une quelconque faillite bancaire. Donc voilà, ici, donc, on a Ethereum. Et ici, du coup, on a Bitcoin. Donc on voit que Bitcoin a bien plus performé Ethereum dernièrement, dû à toutes ces histoires de voilà, faillite bancaire, etc. Mais on peut voir aussi qu'il avait sous-performé Ethereum au niveau donc du bottom d'Ethereum qui lui avait été fait en juin et le bottom de Bitcoin qui lui a été fait en décembre. Mais bon là-dessus, donc si on suit à peu près les mêmes mouvements qu'il y a eu au niveau d'Ethereum et de Bitcoin,
on peut voir que voilà, actuellement, on a un Bitcoin qui quand même est moins bullish que Ethereum. Pourquoi? Parce que sur Bitcoin, on n'est pas venu break les derniers plus bas qu'on a fait donc depuis mars sur Ethereum, pardon, alors que sur Bitcoin, voilà, donc ici les plus bas de Bitcoin ont déjà été break, les plus bas de mars du coup de ce canal haussier ont été break. Or sur Ethereum, le canal haussier lui a été break, mais on n'a pas break les plus bas du début du canal. Ce qui montre que Ethereum est pour beaucoup plus intéressant que Bitcoin pour l'instant. Et du coup, donc j'avais une zone que j'avais expliqué, donc que j'attendais depuis du coup début avril. On est venu filer cette zone, je suis rentré à l'achat sur Ethereum depuis, et depuis, bah écoutez, tout se porte très bien. J'attends peut-être une liquidation de ces plus bas à ce niveau-là, mais tant que donc je n'ai pas de break de ce plus haut, je ne monte pas mon stop loss qui pour l'instant se trouve au niveau des 1685. Pourquoi cette zone? Parce que encore une fois sur MobChart on peut voir qu'on a des zones d'achat au niveau de 1700, 1710 et que les derniers ordres, donc qui sont de 1000 Ethereum et quelques, quasiment rien, sont à 1685. Donc voilà, mon stop loss se trouve juste ici et je ne le montrerai que lorsque j'aurai soit une liquidation de ces positions-là avec du coup un fil désordre en attente, soit un break de ces plus hauts à ce niveau-là. Bon, il est déjà 16h10. Qu'est-ce que je pourrais faire en rapide avant de partir? Donc Ethereum Bitcoin, j'en ai parlé. Les actions par rapport aux obligations long terme, on a break donc le gros range dans lequel on était depuis 2022, donc ce qui montre bien que voilà, on a des capitaux qui reviennent s'investir sur les marchés à risque, qui est très intéressant. Liquidité de la Fed, j'en ai parlé. Au niveau de la supply d'Ethereum, donc on est à 120 millions toujours, donc toujours aussi déflationniste. Donc depuis le mois dernier, on a 130 000 Ethereum de moins, ce qui est énorme. On a donc pas d'évolution au niveau des Ethereum dans les contrats. Mais par contre, on a une évolution au niveau des validateurs. Donc voilà, le Ultrasound Money pricé une augmentation des Ethereum dans les contrats en même temps qu'une augmentation des validateurs. Mais on voit que voilà, les validateurs sont quand même plus early que les validateurs dans les contrats. Ce qui montre bien une autre chose, c'est que le développement des smart contracts ne se fait plus seulement sur Ethereum, mais également sur les alt Layer 1, donc ce qui est très intéressant aussi à surveiller. Au niveau de l'activité L2, bah écoutez, on n'a toujours pas cassé les plus bas, donc on est toujours en hausse. Actuellement, on est sur du 30,66 TPS, donc par rapport à Ethereum qui est à 30,78, c'est très très bien. Là-dessus, on voit que l'activité d'Ethereum commence vraiment à devenir marginale par rapport à celle des L2. Donc ici, vous aviez une activité supérieure. Ici, voilà, on avait même pas 10%, allez, 20% d'activité sur les L2 supérieures. Mais là, on commence même à dépasser les 50% d'activité sur les L2 et 50% sur Ethereum. Malgré qu'on a eu une baisse au niveau des L2 et une augmentation au niveau d'Ethereum. Donc voilà, toujours l'adoption continue sur Ethereum. De plus en plus de personnes qui se déploient dessus, de plus en plus de smart contracts, de plus en plus de L2, une supply qui est toujours de plus en plus déflationniste, les métriques d'Ethereum qui sont devenues toutes dans le vert. Voilà, donc ici, à part voilà, un mois, donc les performances d'Ethereum il y a un mois, on est à moins 0,16%, qui n'est rien du tout. Sur l'année, enfin sur il y a un an, jour pour jour, on est à 371. Sur l'année, on est à 59%. Sur les 6 mois, 48%. Sur les 3 mois, 21%. Et sur la semaine, on est à 4%. Donc là-dessus, les métriques dont techniques sont achetées fortement Ethereum. Et je suis totalement d'accord. Malgré que, on ait le même problème que sur Bitcoin, c'est-à-dire cette grosse zone de gap qu'il va falloir du coup aller attaquer soit à la rentrée, soit pendant l'été, mais bon, je pense plus que ce sera à la rentrée, mais je peux me tromper, on sait que les cryptos aiment bien nous faire des gros pumps comme ça venus de nulle part, pour du coup rajouter du stress et continuer sur ce paradigme de Fear and Greed Index pour rentrer dans l'extreme greed, qui pourrait nous dire que peut-être le mouvement haussier est terminé.
Et bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine. Et peut-être que la semaine prochaine, du coup, on regardera un petit peu plus les altcoins parce que là, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc on regardera les Atom, AVE, Dogecoin, AVAX, etc. Bon week-end à vous.